La parole est à monsieur Dominique Raimbourg, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Je vais soumettre à votre Assemblée, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, je vais soumettre à votre Assemblée un texte qui concerne le groupe social que constituent les gens du voyage. Ce groupe est un groupe hétérogène puisqu'il est composé d'environ 350 à 400 000 personnes, que sur ces 350 à 400 000 personnes, 100 000 environ voyagent, que ce soit des industriels forains, que ce soit encore des commerçants, et le restant est un groupe qui voyage beaucoup moins, de moins en moins pour certains, et qui se sédentarise. Donc, groupe hétérogène, dont les origines remontent à assez loin. Les savants sur la question expliquent qu'une partie des gens du voyage viennent de l'Europe de l'Est, de l'Inde, qu'une autre partie viendrait des restants des armées qui ont combattu dans la guerre de 30 ans et qu'une troisième partie viendrait de sédentaires qui se sont petit à petit mis à adopter un mode de vie nomade. Quoi qu'il en soit, cette histoire a souvent été une histoire assez sombre. Je vous rappelle l'édit de Louis XIV qui condamnait les gens du voyage aux galères. Je vous rappelle également une histoire encore plus sombre. L'histoire encore plus sombre qui a été celle, évidemment, de l'Allemagne nazie, mais l'Allemagne nazie, avec la politique d'extermination, ne doit pas cacher que, dans le même temps, la France de Vichy obéissait à l'occupant et, dans un premier temps, en avril 1940, assignait à résidence et, dans un deuxième temps, en octobre 1940, procédait à l'internement dont il reste aujourd'hui près de 27 camps et internement auquel il n'a parfois été mis fin qu'un certain temps après la cessation des hostilités. La loi de 1969 est également héritière de cette histoire, même si elle se voulait plus humaine et même si elle était une version plus douce de la loi de 1912 qui avait constitué un véritable carnet anthropométrique permettant d'identifier les gens du voyage. Cette histoire, curieusement, a produit du consensus. Consensus d'abord unanimement dans la critique à l'encontre de ces dispositions qui ont toutes été présentées comme des dispositions qui sont des dispositions discriminantes. Dispositions discriminantes, que ce soit la position de la HALDE en 2007, que ce soit la position de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en 2008, que ce soit encore les positions de l'ONU, le Comité des droits de l'homme de l'ONU en 2014, que ce soit la position du Défenseur des droits en 2014 et que ce soit enfin la position du Commissaire européen aux droits de l'homme également en 2014. Et curieusement, il y a un consensus aussi pour essayer de répondre à la question que pose la cohabitation entre un groupe qui est un groupe majoritaire composé de sédentaires et un groupe minoritaire composé de gens du voyage. La loi Besson de juillet 2000 en est d'ailleurs l'illustration. C'est une loi qui a été votée du temps de la primo-ministérialité de Lionel Jospin, qui a été continuée donc sous la droite et qui aujourd'hui n'a jamais été remise en cause. De la même façon, les rapports qui ont suivi sur cette loi et sur la situation des gens du voyage vont tous dans le même sens. Que ce soit le rapport de Didier Quentin, Charles de la Verpillière et moi-même en 2011, que ce soit encore le rapport de Pierre Hérisson, qui est l'ancien président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, ou que ce soit enfin le rapport de Hubert Derache, qui a été déposé à la demande de Monsieur le ministre de l'Intérieur de l'époque, Monsieur Manuel Valls, et qui a été déposé lors d'un colloque que nous avions organisé ici à l'Assemblée en juillet 2013. Donc, consensus pour considérer que la loi doit évoluer. Ce sont les propositions d'évolution que je vous fais et que je formule aujourd'hui et pour lesquelles je sollicite votre approbation. Propositions d'évolution qui vont dans 3 directions. Première de ces directions, c'est l'abrogation de la loi de 1969. Sur ce point, la proposition de loi rejoint les conclusions du rapport de M. Derache, c'est-à-dire qu'elle propose une abrogation qui soit une abrogation complète. Abrogation du livret de circulation,
réintégration des gens du voyage dans le droit commun de la République, avec l'obligation pour eux d'avoir un titre d'identité qui sera la carte d'identité dans certains cas, le passeport dans d'autres, mais le titre d'identité de tout un chacun. Et non seulement abrogation complète et abrogation du livret de circulation, également abrogation de l'obligation de rattachement à une commune, abrogation de l'obligation de rattachement et abrogation corollaire de l'interdiction de rattachement de plus de 3% de gens du voyage à la même commune. C'est-à-dire que nous en terminons avec un statut administratif qui était un statut administratif particulier. Et nous faisons le pari qui, à mon avis, sera réussi, que spontanément, les aires d'accueil des gens du voyage ne seront occupées que par des gens du voyage, parce que c'est ainsi que les choses se passent, qu'elles se passent comme cela depuis des années, non sans difficulté parfois, mais que pour l'instant, il n'y a pas de concurrence entre des sédentaires qui voudraient s'installer dans les aires d'accueil des gens du voyage et les gens du voyage eux-mêmes. C'est donc ce pari optimiste, pari sur la façon de vivre, sur une bonne façon de vivre ensemble, c'est ce pari que nous faisons et que je vous propose d'adopter. Deuxième volet, c'est la réactivation de la loi Besson. La loi Besson a été les lois Besson, parce que n'oublions pas qu'il y eut d'abord une loi Besson en 1990 et qu'il y eut ensuite une deuxième loi Besson en 2000. C'est la réactivation des lois Besson dans 3 directions. Première de ces directions, c'est rappeler que l'obligation qui pèse sur les communes de 5000 habitants de construire une aire d'accueil des gens du voyage n'a pas été effectuée à ce jour complètement. Sur les 41 500 emplacements qui devaient être construits, seulement 30 000 environ ont été construits et nous avons une exécution à hauteur de 65%. Exécution à hauteur de 50% pour les terrains de grand passage. Il convient d'aller jusqu'au bout, que 15 ans après le vote de la loi soit appliquée, ce qui est le b.a.-ba de la façon de vivre en République. Évidemment, j'entends des critiques me disant « on va mettre à la charge des communes des nouvelles obligations ». Mais pas du tout. Pas du tout. Les communes avaient l'obligation d'effectuer cette implantation, ces constructions. Jusqu'au 31 décembre 2008, un fonds spécial de concours de l'État était prévu et ceux et celles qui n'ont pas construit l'aire sont des communes qui sont en retard, dans le meilleur des cas, et parfois font preuve d'une réticence qui ne s'apparente pas à la bonne foi, pour dire les choses avec un euphémisme délicat. Enfin, j'espère. Et donc, le préfet aura désormais le pouvoir de consigner les sommes nécessaires à la construction dans le budget de la commune. Des garde-fous ont été mis en place, il y a 2 mises en demeure nécessaires. C'est donc dire que c'est simplement le rappel de cette maxime très simple en République: la loi doit être exécutée par tout le monde. Et la loi doit donc être exécutée et les aires d'accueil doivent être installées. Pour réactiver la loi Besson également, et pour donner toute leur vigueur au schéma départemental, dont la Cour des comptes considère qu'ils n'ont pas toute la vigueur nécessaire, il y a un mécanisme qui est prévu dans la loi qui n'est finalement que le rappel de ce qui était initialement prévu par la loi Besson, à savoir qu'on peut soit faire une aire d'accueil, soit faire un terrain de grand passage, soit faire un terrain familial pour répondre aux évolutions de mode de vie des gens du voyage et répondre à la circonstance que de plus en plus d'entre eux se sédentarisent. Réactivation de la loi Besson, enfin, dans une autre direction, réactivation de la loi Besson du côté du respect par les gens du voyage de leurs obligations dès l'instant où les sédentaires ont fait le nécessaire pour se doter de l'accueil et des capacités d'accueil qui leur sont dues. Et dans ce cas, les pouvoirs supplémentaires sont donnés au préfet par une technique juridique sur laquelle nous reviendrons, j'imagine, lorsque nous examinerons les amendements, mais qui consiste simplement à faire en sorte que l'arrêté de mise en demeure qui fait obligation aux contrevenants qui stationnent en dehors des aires prévues, que ce soit les aires de grand passage ou que ce soit les aires d'accueil, qui fait obligation de cesser ce stationnement irrégulier, c'est arrêté
aura une durée de validité qui est une durée de validité prorogée de 7 jours. C'est ce mécanisme que nous avons trouvé, que nous avons emprunté avec des divers emprunts. Il avait été par moment, pendant une période, pensé par l'opposition. Il a été aussi repensé au sein du travail commun avec le ministère, et je remercie ici tous mes interlocuteurs qui ont favorisé ce travail. Donc ce mécanisme est un mécanisme qui devrait donner satisfaction. Voilà l'essentiel des dispositions de ce projet de loi, de cette proposition de loi, pardon. Voilà une loi qui, modestement, à sa place, sans essayer, pour terminer et faire une chute à ce petit discours, sans essayer de se pousser du col, essaye de se livrer à ce qui est plus noble, le plus noble dans l'art de la politique. L'art de la politique, c'est finalement de faire vivre ensemble des gens qui vivent de façon différente. C'est faire vivre ensemble des gens qui ont parfois des intérêts différents. Et cette loi, modestement, à son niveau, essaie d'y contribuer et elle espère être un premier temps dans un travail d'accompagnement qui ne cessera pas, une fois qu'elle sera votée, qui sera à reprendre, parce que c'est un travail à reprendre tout le temps, mais elle aura marqué un pas, elle aura marqué une avancée. Et je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur.